Le grand rendez-vous de l'immobilier par Radio Imo et Capital, une émission présentée par Christine Lejoux et Sylvain Lévy-Valency. Chers amis, bonjour. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro de juin qui va clôturer la saison sur laquelle nous avons beaucoup travaillé cette année pour vous apporter les informations dans votre grand rendez-vous de l'immobilier. Dernière de la saison, on est heureux de vous présenter ce dernier numéro inédit avec nos confrères du Capital, ma complice qui m'accompagne depuis cette année. Bonjour Christine Lejoux. Sylvain, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver. Ce mois-ci, nous allons parler promotion, marché du neuf et crédit. Absolument, nous allons recevoir pour cela tout à l'heure Norbert Fanchon, qui est le président du groupe immobilier Gambetta. Et dans l'actu, nous parlerons des chiffres du marché immobilier pour ce premier semestre, parce qu'on est déjà quasiment fin juin. Et on verra que si ça va mieux dans l'ancien, eh bien, en revanche, malheureusement, ça continue à criser sévère dans l'immobilier neuf. C'est très clair. Merci Christine. Cette émission, nous aurons effectivement, comme vous le souhaitez chaque mois, le club Facebook des proprios géré par Capital. Vous posez vos questions et on vous apporte les réponses. Ils sont avocats, experts comptables, notaires, agents immobiliers. Bref, vous répondez et vous postez vos questions. On vous y répond chaque mois. Voilà, c'est parti pour ce numéro de juin 2025. L'actu de l'immobilier. Chaque mois, nous faisons l'actu du marché immobilier, une actualité complète, un peu compliquée, avec l'été qui arrive, ma chère Christine. L'heure du bilan du marché du logement a sonné au premier semestre 2025. Neuf, anciens, ils sont certainement pas dans la même dynamique, Christine. Non, pas du tout. C'est un peu deux salles, deux ambiances. Sur le marché de l'immobilier ancien, enfin, ça va mieux. On a eu les chiffres de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, le 18 juin. Et Loïc Quentin, son président, l'a dit, redit, la reprise est bien ancrée, elle est bien installée, elle est confirmée. Il en veut pour preuve un rebond de 2,5% du nombre de transactions sur le marché de l'immobilier résidentiel ancien sur les 12 derniers mois, arrêtés au 1er juin. À 892 000 transactions. Et la FNAIM table du coup pour l'ensemble de l'année 2025 sur un rebond, tenez-vous bien, de l'ordre de 10% du marché à 950 000 transactions. Alors certes, on part d'un peu bas puisque ça contraste avec une chute de 33% du marché ces 3 dernières années. À l'opposé, effectivement, les promoteurs immobiliers, eux, font état de chiffres. Oui, le 15 mai, on a eu pour le coup les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers qui a fait état d'une chute de 41% du nombre de ventes aux investisseurs particuliers au premier trimestre. Malheureusement, pas très étonnant puisque le dispositif d'investissement locatif Pinel, qui était là depuis 10 ans, a été supprimé au 1er janvier, qu'il n'a pas eu de successeur. Et le problème, c'est que quand les promoteurs n'ont pas la clientèle des investisseurs locatifs, c'est bien difficile d'arriver à sortir leur programme. Alors justement, les programmes, pour le rappeler, quand les promoteurs lancent les opérations, il faut qu'il y ait des pré-réservations. Voilà, pour que les banques les suivent. Voilà, pour que les banques les suivent. Et là, c'est là que le bas blesse, parce qu'effectivement, le marché est vraiment poussif. Mais justement, il y a une convergence entre le marché du logement neuf et du logement ancien. C'est celui du marché locatif. Oui, ça grince. Oui, il est toujours dans une situation de pénurie incroyable. Et par exemple, les parents d'étudiants qui viennent d'avoir les résultats de Parcoursup, qui sont en train de se mettre en quête d'un logement pour leur rejeton à la rentrée à 500 km de chez eux, là, ils vont vraiment expérimenter très concrètement la pénurie du marché locatif. Il faut dire que des facteurs de découragement de l'investissement locatif, il y en a eu pas mal ces dernières années. On citait tout à l'heure la suppression du Pinel. On peut citer aussi l'expérimentation de l'encadrement des loyers, que certains voudraient voir prolongé après 2026, étendu, l'instauration du permis de louer ou encore l'interdiction progressive de mise en location des passoires thermiques. Et sur ce dernier point, c'est une interdiction qui risque d'être encore plus compliqué dans les prochains mois pour les propriétaires bailleurs parce que la principale aide publique à la rénovation énergétique des logements privés a été suspendue. Oui, MaPrimeRénov', elle sera suspendue à partir du lundi 23 juin pour les rénovations d'ampleur jusqu'à la mi-septembre. Et quand elle reprendra aux alentours de la mi-septembre, elle sera a priori moins avantageuse qu'elle ne l'était. Alors, effectivement, on peut le dire, c'est un rétropédalage, un énième rétropédalage
du gouvernement sur MaPrimeRénov', parce qu'au début on était parti sur des budgets, puis après ça a baissé, puis c'est revenu, bien évidemment. C'est une vraie difficulté pour restaurer la confiance. On va suivre ça avec beaucoup de vigilance. Et ma chère Christine, je pense qu'on va aussi parler du statut, le fameux statut du bailleur privé, une espèce d'Arlésienne ou de Madeleine de Proust, comme on voudra, un statut très attendu par la profession. Où est-ce qu'on en est, justement ? Alors oui, ça doit faire au moins 10 ans que l'Union nationale pour les propriétaires immobiliers, Ouais. au bas mot, espère ce fameux statut en partie fiscale du bailleur privé. Grosso modo, c'est pour reconnaître le rôle d'agent économique d'un particulier qui achète un logement pour le louer à un étudiant, à un jeune actif. La ministre du Logement, Valérie Létard, a diligenté une mission parlementaire qui doit lui rendre ses conclusions sur la création d'un futur statut du bailleur privé fin juin, début juillet. C'est pas un hasard, cette date-là, c'est parce que la ministre voudrait que ce statut du bailleur privé puisse enfin voir le jour dans le cadre du projet de loi de finances 2026, sur lequel les arbitrages ministériels, notamment ceux de Bercy, vont commencer en juillet. Dans un contexte où, rappelons-le, le gouvernement cherche à économiser 40 milliards d'euros. Alors notre statut du bailleur privé, si jamais il voit le jour, il sera peut-être pas très très large. Il sera certainement pas très large, et en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'arbitrage budgétaire, encore une fois, c'est le logement qui est l'élément central des villes, des petites, des grandes, des moyennes agglomérations, qui sera les plus ciblées. Et malheureusement, la conséquence, ça sera encore une fois, pour vous les amis, c'est le logement des Français, c'est l'accès au marché locatif, c'est l'accès à la propriété, c'est tout cela. Il serait temps que les choses changent. Voilà un numéro dense qui vous attend, les amis. Merci Christine. Et on va, sans plus attendre, recevoir notre grand témoin, Norbert Fanchon, le président du groupe Gambetta. C'est tout de suite après ça. La grande interview. Voilà, vous êtes toujours dans votre numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Nous sommes toujours avec vous. Vous posez vos questions, vous apportez réponse. C'est la séquence de nos experts. Et nous avons aussi le grand entretien où chaque mois nous recevons un invité qui parle à la fois de son métier, mais aussi analyse de manière assez fine le marché. Ça tombe bien, nous avons une personne influente sur le marché immobilier. Il est avec nous. Bonjour Norbert Fanchon. Bonjour Sylvain Lévy. Norbert, vous êtes le PDG du groupe Gambetta, vous êtes promoteur, vous sortez environ 1000 logements par an, autant dans le parc social que dans le parc privé. Vous êtes un acteur déterminé et déterminant. Vous êtes également un influenceur de plus en plus pesant sur l'influence immobilière, notamment sur LinkedIn, où on se délecte tous les mois à la lecture, ou toutes les semaines plutôt, à la lecture de vos posts. Comme quoi, si un jour vous voulez devenir un journaliste, voilà. Chacun son métier. On est ravis de vous recevoir. Il me semble d'ailleurs que c'est la première fois qu'on vous reçoit dans le grand rendez-vous de l'immobilier. On est ravis. Et nous avons une tradition. La première question est toujours posée par ma complice, Christine Lejoux. Absolument. Bonjour Norbert Fanchon. Une question sur l'état de santé du marché du logement neuf. On a l'impression que depuis le début de l'année 2025, dans le logement ancien, ça va mieux. Vraiment mieux. Dans le neuf, les données qui avaient été transmises pour le premier trimestre par la Fédération des promoteurs immobiliers étaient assez cataclysmiques. Un chiffre qui était vraiment marquant, c'était la chute de 41% des ventes aux investisseurs particuliers. Comment s'est passé le deuxième trimestre ? Alors, le deuxième trimestre, est-ce qu'il y a eu un deuxième trimestre ? Parce qu'on a eu un mois de mai qui n'a quasiment pas existé. Avec les ponts, c'est vrai, avec vous avez raison. D'une façon très économique, d'une façon générale. À part le tourisme, je pense que toute l'économie française a souffert. Dans le marché du neuf, en fait, on a 3 segments. On a le premier, c'est la maison individuelle, qui se porte plutôt bien et qui bénéficie du retour du prêt à taux zéro depuis le 1er avril. Exactement. Donc on sait que c'est un marché qui est plutôt en croissance, mais qui était descendu très bas. Et sur la vente HLM, on est sur des chiffres quasiment ISO par rapport aux 5 dernières années. Donc la vente en bloc ne reprend pas beaucoup de volume. Celle aux investisseurs institutionnels. Exactement. Donc, quand on parle d'investisseurs aujourd'hui institutionnels, effectivement, on parle uniquement aux bailleurs sociaux. Les investisseurs privés, banques, assurances, ne sont pas de retour dans le résidentiel. Ils peuvent être de retour sur des produits comme le co-living, comme l'hôtellerie, comme les parcs d'activités, mais pas encore sur le résidentiel. Et puis pour le marché, donc, qui est effectivement mon cœur business, qui est l'accession à la propriété, la promotion, qu'elle soit privée ou sociale, on est quand même sur un marché qui est en baisse entre 5 et 10% sur le premier semestre par rapport à 2024.
Donc on peut dire que tendanciellement, c'est pas génial, mais il faut se rappeler qu'on fait quasiment 2 fois moins de logements qu'en 2019, qui a 5 ans. Donc le vrai sujet, c'est moi je pensais très sincèrement qu'on avait atteint le fond de la piscine en 2024 et qu'on serait sur un fond durable en 2025. Et ben non, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de reprise du marché, qu'on est plutôt encore en train de s'enfoncer. Alors, l'accession à la propriété tient encore la route. Se pose la question effectivement des investisseurs particuliers. Et sur l'accession à la propriété, alors il y a une mesure qui a été instaurée, alors il y a vraiment pas longtemps, c'était mi-février, au moment de la promulgation de la loi de finances pour 2025, c'est l'exonération d'impôts des donations familiales pour acheter un logement neuf. Est-ce que ça aide un petit peu les promoteurs à vendre quand même ? Alors, j'étais plutôt favorable, j'étais plutôt optimiste sur la mesure que Pascal Boulanger de l'AFP avait réussi à obtenir, parce que je pensais que ça permettait effectivement, alors j'ai utilisé un terme un peu barbare, mais un ruissellement économique entre les générations parents, grands-parents vers les enfants, puisque le sujet, c'est d'être exonéré de droits de donation quand l'enfant achète une résidence principale pour habiter ou pour louer, tant que ça reste en résidence principale. Mais ça ne fonctionne pas. C'est un vrai marché de niche. Pourquoi ça ne fonctionne pas, hein ? Ça ne fonctionne pas parce que les Français n'ont pas 100 000 euros à donner, les grands-parents à donner. C'est une portion extrêmement marginale. Et si c'était le cas, ça serait depuis longtemps. Mais voilà, je pense que vous avez considéré que c'était une mesurette pour calmer le jeu, mais le PTZ par exemple, qui a été reconduit et qui finalement, avec un bras de fer entre Valérie Létard et Bercy, a pu être élargi également aux maisons individuelles. Est-ce que ça, par contre, ça a pu redonner un peu de souffle ? Sur la maison individuelle, très clairement. Très clairement. Et sur le logement collectif, le PTZ, non. Pas plus que on ça. l'avait déjà. Comment ça se fait, puisque, comme Sylvain le rappelle, c'est élargi à tout le territoire maintenant, ce qui n'était plus le cas en 2024. Oui, mais l'essentiel de la production en logement collectif, 80% de la production, bénéficiait déjà du PTZ. On est déjà en zone A et B1. Enfin, je suis un peu technique, mais on est un peu barbare. On est déjà en métropole. Je vais préciser ma question. La conjugaison du PTZ que vous aviez déjà, c'est très juste bien évidemment, combiné avec la baisse quand même des taux d'intérêt. Je prends juste les taux d'intérêt sur les 18 derniers mois. Exactement. On a quand même une baisse d'environ entre 150 et 200 points de base. C'est-à-dire que donc, ça représente quasiment 1,5 point d'écart entre l'emprunt qu'on pouvait faire l'an dernier et celui qu'on fait maintenant. Est-ce que ça, avec la combinaison du PTZ, sur lequel d'ailleurs on était en incertitude à cause de l'adoption du budget, est-ce que ça vous avez des indicateurs ? Parce que certains de vos collègues promoteurs nous disent clairement oui, ça a eu un effet finalement combiné entre PTZ reconduit, donc certitude, et baisse des taux. En fait, il faut regarder les choses différemment, Sylvain, si je me permets. Non, mais l'accession à la propriété, c'est toujours entre 40 et 50 000 unités par an. De 1991 à aujourd'hui, c'est toujours ce chiffre-là. C'est même en pleine crise, et la dernière crise c'est 91-95, on fait 40 000 unités. Le sujet c'est l'investisseur. Ce qui permet de sortir un programme, c'est parce qu'on a des lois fiscales qui sont favorables. Locatif, ouais. Quand on est en 2019, on fait 40 000 logements sur un trimestre, sur le premier trimestre. Il y a 35% d'investisseurs. Et on a 0 défaut sur les programmes qu'on lance commercialement. Donc tous les programmes qu'on lance, on les sort. Aujourd'hui, un quart des programmes, on n'arrive pas à les réaliser. L'investisseur, ça fait des réservations, ça fait du volume, mais surtout, ça sécurise. Ça fait que les opérations vont au bout. Et donc, aujourd'hui, on a un volume qui est divisé par 2, entre 19 et 25, pas parce que le PTZ est bien, pas bien, pas parce que les taux sont à 3,5, 4,5, parce qu'on n'a plus d'investisseurs, il n'y a plus d'investisseurs, et donc on ne sécurise plus les opérations, et donc on ne fait plus de locatif social, on ne fait plus d'accession à la propriété. C'est un effet boule de neige, c'est un peu schématique ce que je dis là, mais même si les taux étaient à 2, vous allez récupérer quelques milliers de résidences principales en plus, très bien, mais pas à l'échelle dont on a besoin. Rappelons-nous les chiffres. En 2019, on fait 150 000 logements neufs par an. On en fera moins de 80 000 en 2025. Ah oui, quand même. Donc, vous constatez quand même, finalement, qu'à minima, on a quand même... et c'est heureux, cette baisse des taux qui a quand même, redonné des bonnes nouvelles. Redonné, parce qu'effectivement, sur des opérations qui sont lancées. Maintenant, le marché s'est carrément divisé par 2. Et donc, du coup, il vous est nécessaire de vous réadapter. Alors, justement, la réadaptation
par rapport au marché. Comment vous l'avez abordé? Aujourd'hui, on parle beaucoup de promotion-rénovation, on parle beaucoup de régénération urbaine, très à la mode en ce moment. On parle de surélévation à cause des contraintes du ZAN notamment. Comment vous, d'autre point de vue, en tant que promoteur, vous l'abordez? Je vais vous parler d'abord en tant que dirigeant. Parce qu'en tant que dirigeant, il y a 2 ans, il a fallu comprendre que c'était une analyse assez personnelle, que le marché allait dans le mur et y allait durablement. Et donc de prendre les décisions en fonction de ça. Et la décision, c'est de dire, j'ai une entreprise qui coûte 100, il faut que je l'amène à 70. Donc c'est des licenciements, des réductions de charges d'une façon générale. Mais quand on comprend que le marché change, d'aller sur des nouveaux segments, ok, pourquoi pas, je répondrai à votre question. Mais le vrai sujet, c'est d'adapter rapidement, massivement l'entreprise. Et c'est ce qu'on a fait. Et quand je dis on a fait, c'est aussi un pressentiment de dirigeant. Et j'ai fait quelques écoles de commerce et donc et de management où on dit il y a la solitude du dirigeant. Je peux vous dire que quand vous devez, et vous avez connu certainement Sylvain aussi en tant que chef d'entreprise, quand vous devez réduire massivement votre entreprise, faut d'abord l'expliquer à vos actionnaires, à vos administrateurs, qu'ils le comprennent. Il faut être sûr que vos collaborateurs ne partent pas parce qu'il y a toujours des différences de schéma. Et donc j'ai réussi à garder mes collaborateurs les plus proches. Et puis, tout l'environnement vous tire dessus. Donc, voilà. La première décision, c'est on adapte l'entreprise. Bien sûr. Et puis, la deuxième, c'est est-ce qu'il faut aller sur de nouvelles activités? Moi, je vous dis non. Adaptation de l'outil économique. Ah oui, d'accord, carrément. Ah, oui, parce que... Alors là, vous êtes à contre-courant par rapport à beaucoup de vos confrères, quoi. Aller sur de nouveaux... Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit, on a régénéré du cash, parce qu'on a de la chance d'avoir des actifs. Alors, on a brûlé du cash, comme tout le monde, on a perdu de l'argent, on a beaucoup provisionné. On est en train de récupérer ces provisions, mais on a récupéré du cash. Mais une nouvelle activité, quand vous ne la connaissez pas, vous brûlez forcément du cash. Alors, excusez-moi de parler sur brûler, régénérer et cash, mais une entreprise, c'est de la liquidité. Vous en avez ou vous n'en avez pas. Et donc, moi, je considère qu'aller aujourd'hui sur de la régénération urbaine, sur de la réhabilitation, sur de la surélévation, oui, ça fera partie du métier de demain. Ça peut avoir du sens aussi. Oui, très clairement. Mais stabilisons d'abord notre économie, nos entreprises, stabilisons le marché qui a été divisé par 2, mais le nombre d'opérateurs aujourd'hui, il est quasiment... il a baissé, mais pas beaucoup de promoteurs ont disparu, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais il faut qu'on réadapte nos entreprises dans un marché qui est durablement compliqué. Moi, je ne vois pas de reprise avant 2028. Et puis, une fois que le marché repartira à la hausse, on pourra aller sur des produits nouveaux, parce qu'on pourra se permettre d'investir et de rouler du cash. Norbert, vous parlez de reprise. Il faut absolument qu'il y ait un retour des investisseurs locatifs. Le Pinel, le dispositif d'investissement locatif Pinel a disparu au 1er janvier. Pour la première fois depuis 40 ans, il n'y a pas de successeur au Pinel, qui lui avait eu moult prédécesseurs. Du coup, ce que l'écosystème espère, c'est... la création enfin de cette arlésienne qu'est le statut du bailleur privé. Une mission parlementaire a été confiée par la ministre du Logement Valérie Létard au sénateur Daubresse et au député Cosson qui doivent lui remettre leur copie fin juin, début juillet. Qu'est-ce que vous en attendez, Norbert? Parce que vous avez, je crois, sur une position sur ce futur statut du bailleur privé qui n'est pas forcément la plus commune, en fait. Surtout si je vais compléter, surtout que les Français n'entravent absolument rien à ce que c'est que le statut du bailleur privé, parce qu'on leur parle de l'amortissement, pour eux, c'est compliqué, hein. Totalement abstrait, oui. Même si c'est pas une mauvaise solution en soi. Et le sort du dénouement du statut à la fin, donc de la plus-value, il est toujours pas réglé. Hein. Donc, ce que l'État peut donner dans une poche, il peut le récupérer dans l'autre. Donc, et tout le monde a célébré cette mesure comme étant la martingale et la panacée. Quel est le point de vue que vous avez? Alors, la mesure qui n'existe toujours pas. Oui, la mesure. Alors. Mais elle sera saluée comme telle. Il y a deux courants de pensée, parce que c'est vrai que c'est la première fois depuis, 30 ou 40 ans, qu'on a un gouvernement qui a nommé une commission très, très précise, avec des rapports très précis, qui faisait suite à une concertation, et l'environnement du cabinet du ministre dit que ce serait inscrit dans le budget 2026. Mais voilà, on peut toujours rêver. On peut toujours rêver. Ce que vous dites, Sylvain, moi, me va parfaitement. Mais pour rebondir d'abord sur la première phrase de Christine qui dit on a besoin de l'investisseur privé. Certaines personnes pensent que non. Certaines personnes dans le gouvernement ou dans l'administration pensent que ça ne sert à rien. D'où ma démonstration précédente qui est de dire s'il n'y a pas d'investisseur privé, il n'y a pas de logement tout court. Et donc ça, je pense que c'est important de le réaffirmer. Parce que les banques ne vous suivent pas, vous n'avez pas pré-commercialisé suffisamment de logements. Parce qu'on a besoin d'un flux, on a besoin de sécuriser nos opérations, c'est ce que fait l'investisseur. Oui. Et puis vous avez raison, Sylvain, sur le statut du bailleur.
ça va être compliqué à expliquer. Alors, ça sera certainement une bonne mesure, mais c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les droits de donation. C'est une mesure, moi, qui, je pense, est une bonne mesure. Ça permet à certaines personnes d'en profiter, mais c'est compliqué. Et il faut une mesure simple. Il faut faire simple. Vous avez une idée, vous, et justement, l'amortissement, qui est plus moi, simple. je pense que c'est Compliqué. Oui. Et le plus simple, c'est de dire, je suis chef d'entreprise. Chef d'entreprise, j'achète un appartement et je le loue. Bon. Et donc, j'achète, j'investis et j'ai un revenu. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'entreprises qui, dans les 8 dernières années, on leur a dit, ton revenu, on va le limiter. Ça s'appelle l'encadrement des loyers. Puis tu vas payer l'impôt d'un autre. Ça s'appelle la suppression de la taxe d'habitation. Et donc, du coup, la taxe foncière a explosé. Donc, on a limité les ressources, taper dans les taxes. Et en plus, on va te dire que ton bien, au bout de 20 ans, tu ne peux pas l'amortir, comme on fait quand on achète un outil industriel, mais il ne vaut plus rien. C'est ce qui s'appelle les DPE. Souvenons-nous que les DPE, à la base, donc la réglementation énergétique... de performance énergétique. Voilà, exactement. Merci Christine, qui classe les logements en A, B, C, D, F, G. C'est juste une mesure technique pour informer les consommateurs, comme on achète un lave-linge. Et ça s'est transformé en interdiction de louer, interdiction d'augmenter les loyers. Donc, on est parti d'un truc d'informatif avec des bons sentiments de certains députés, à un truc très presque stalinien, quoi. Donc, moi, je suis chef d'entreprise, j'achète un logement, je le loue, on peut pas, on me bloque mes revenus, on tape dans mes ressources et on me dit que ça vaut plus rien au bout de 20 ans. J'ai besoin d'être incité. Et le meilleur moyen d'inciter, c'est ce que j'appelle la flat tax. Et j'ai un revenu, il est taxé, unique, comme quand j'ai du capital, comme quand j'ai des actions. Donc, j'habite dans un logement, enfin, je mets à disposition un logement, je dois être taxé aussi bien ou aussi mal, suivant la façon dont on voit les choses, que le capital. 30% aujourd'hui. Si demain ça augmente, ça sera 40%. Et d'ailleurs, non seulement vous le dites, mais vous l'avez écrit, puisque c'était dans le post précédent que vous avez fait sur la flat tax. Mais c'est bien de le redire, Sylvain. C'est bien de multiplier les supports, parce qu'on n'est pas nombreux à défendre cette idée-là. Vous avez raison. Alors, globalement, moi, je suis assez d'accord avec vous. Encore une fois, on n'a pas réglé le sort. En tout cas, j'ai pas bien compris quel était le sort de la plus-value à la sortie, justement, de l'amortissement. Parce qu'une fois que vous avez amorti, vous payez la plus-value au premier euro. Sauf que là, s'il y a une exonération ou une dérogation, ça s'envisage. La deuxième chose aussi, rappelez-vous, l'amortissement était finalement assez inégal en l'état actuel, puisque une personne physique ne pouvait pas le faire. Et donc l'idée du statut du bailleur privé, c'est de l'élargir. Personne physique, personne morale. En fait, c'est une forme de sanctuarisation, entre guillemets, de la capacité d'amortir. Les amis, amortir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez un bien qui vaut 100 et vous déduisez de votre fiscalité une petite partie de la valeur. C'est ça qu'on appelle l'amortissement. Et donc, en fait, vous regagnez un peu de pouvoir d'achat. Parce que l'idée, elle est là, également. Ce que j'aurais bien aimé voir, par exemple, et on en reparlera dans la deuxième partie, c'est que cet amortissement soit accompagné, par exemple, d'un accord avec l'État donnant-donnant. Vous engagez à maîtriser un peu le prix des loyers, un peu comme dans le Pinel, dans une certaine mesure, et je vous fracasse pas la tête à la sortie de l'amortissement du bien. Ça aurait pu avoir du sens. Il y aura une mesure un peu de ce style, enfin visiblement dans le rapport d'Aubresque-Cosson. Alors peut-être pas sur la plus-value, mais une incitation. Si on loue le bien 15% en dessous du prix du marché. Si on le loue 15% en dessous du prix et qu'on a une exo partielle ou totale de la, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir une exo à terme d'une très bonne partie de la plus-value, quoi. Voilà. Excusez-moi, mais vous pourrez me dire ce que vous voulez. Toute mesure bonne sera bonne à prendre. Et donc, vu l'état du marché, c'est sûr. Le LLI le logement intermédiaire en SCI, l'exonération des droits de donation, le statut du bailleur, c'est très bien. Mais vous évoquez est-ce qu'on gagne de l'argent à la sortie, ainsi de suite. Moi, ce que j'évoque, c'est la pérennité. Et vous le rappelez très, très justement, Sylvain, ce que l'État est capable de donner d'une main, il est capable de le reprendre d'une autre main. Et ça peut changer d'un jour à l'autre. Exact. La flat tax, si on associe immobilier et capital, ça sera beaucoup plus compliqué à faire bouger. Parce que l'immobilier, on voit bien que nous, les professionnels, ont du mal à nous faire entendre. Le capital, ils ont beaucoup plus de moyens de lobbying. C'est pour ça que si on veut de la pérennité, il faut associer les deux. Bien sûr. Tout ce qui sera... je dis, toute bonne mesure est bonne à prendre, mais la stabilité, ça sera par le capital. Vous aimeriez faire ce que Emmanuel Macron a fait par la flat tax sur les valeurs mobilières. Exactement. Sur le capital, pourquoi pas? Donc il faudra attendre 2028. Comme quoi notre président de la République a quand même fait quelque chose de bien, mais on peut les compter sur les doigts d'une demi-main, par exemple. Donc, voilà, j'ai dit ça, mais je dis rien. On se retrouve tout de suite après. Vos questions, nos réponses.
Voilà, de retour sur le plateau du grand rendez-vous de l'immobilier avec nos amis de Capital. Vos questions, nos réponses, bien évidemment. Vous posez toutes vos questions chaque mois sur le groupe Facebook des proprios gérés par nos amis de Capital et on vous répond en direct. Et c'est toujours l'ami Vincent qui s'y colle. Comment il va, Vincent ? Il va très bien, bonjour Sylvain, bonjour Christine. On est toujours très heureux de vous voir. Eh ben, merci, moi aussi. Quel temps il fait là-haut ? Eh ben, il fait bon. Je vous dirais s'il pleut. Voilà. Nous avons une notaire sur le plateau. Oui, c'est Stéphanie Gaillard qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur le plateau du grand rendez-vous de l'immobilier. Une première question pour vous. Sylvaine est à Pontivy. Elle vend la maison de ses grands-parents. Le diagnostiqueur l'informe que compte tenu de la vétusté, elle est tout de même habitable, il ne peut pas mettre ce diagnostic de notes de DPE, de diagnostic de performance énergétique. Il dit aussi qu'il n'y a pas besoin d'un audit énergétique. Est-ce que c'est vrai ? Et quelles conséquences ce DPE vierge et cette absence d'audit énergétique pourrait-elle avoir sur la vente ? Alors la question de Sylvaine, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle paraît très simple et en fait, elle va nous imposer de lui répondre à pas mal de choses et de remettre en contexte ce fameux DPE. Donc le DPE, déjà, je pense que c'est peut-être bien de le rappeler, c'est un diagnostic qui classe les bâtiments avec des notes qui vont de A à G. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je ne suis pas complètement d'accord avec son diagnostiqueur, qui est peut-être très bien et très sympathique, mais il faut savoir qu'un DPE est fait dans tous les biens vendus quand on n'est pas en copropriété, mais surtout, la grosse notion, il est vierge s'il n'y a aucun élément d'équipement de chauffage. Vous avez, comme nous avons des ventilateurs aujourd'hui, vous avez des radiateurs portables. Là, effectivement, le DPE sera vierge. Si le DPE est vierge, ça veut dire qu'on ne donnera pas certains éléments indispensables à un acquéreur immobilier, à savoir quelle est la classe et quels vont être les travaux qu'il va falloir que je mette en exergue pour pouvoir rendre ce bien avec une note énergivore meilleure. Donc, par définition, il faudra un audit énergétique. Donc, première réponse, DPE vierge, oui, si. Donc, il faut vraiment vérifier si on rentre dans les contraintes d'un DPE vierge. Et deuxièmement, l'audit énergétique va permettre de faire connaître à l'acquéreur quels sont les travaux qu'il va falloir envisager. Et ces travaux qui vont être envisagés vont avoir un impact sur le prix, puisque Vincent, c'est une des parties des questions que nous a posées Sylvaine, à savoir, est-ce qu'effectivement ces travaux, je peux les réaliser ? Quel est le coût ? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Pour bien comprendre, maître, quand vous dites un DPE vierge, c'est quand on n'a pas du tout d'éléments de chauffage. Ça veut dire que dans la maison des grands-parents de Sylvaine, il n'y a pas de chauffage. A priori, mais enfin, c'est toujours le problème de répondre à des questions, c'est-à-dire qu'on n'a pas la personne en face pour demander des précisions. Voilà, donc s'il n'y a aucun élément de chauffage fixe, là, effectivement, on peut avoir un DPE qui est vierge. D'accord. Mais ça veut dire, c'est à tiroir, avec la nouvelle loi résilience, climat et résilience, qu'un audit va être demandé, puisqu'on ne sait pas si on est classé A ou G. D'accord. Une autre question maintenant pour vous, Stéphanie Gaillard. C'est Bernard qui est à Douai. Il nous dit, dans le cadre des travaux dans mon jardin, un géomètre m'a informé que la clôture de mes voisins empiète d'1 mètre sur mon terrain. Si je revends ma maison un jour, sa valeur sera diminuée. Que faire ? 1 mètre, c'est pas rien quand même. Alors, moi je pense qu'on va partir de la base, c'est-à-dire que le cadastre, contrairement à la loi Carrez, le cadastre est une information, c'est-à-dire qu'on ne se retournera jamais contre un vendeur parce que le cadastre nous dit que la parcelle sur laquelle est édifiée la maison fait 4 ar 20 centiares ou 4 ar 18 centiares. Très clairement, c'est une indication. Ce qui est important, c'est la délimitation de la dite parcelle. La délimitation, elle est faite par des clôtures, si vous avez clôturé votre parcelle, ou éventuellement avec un arbre. L'arbre, quelquefois, il peut être déplacé. Donc, la valeur d'une maison, c'est l'unité foncière, c'est-à-dire qu'est-ce que vaut effectivement l'emplacement, l'entourage, l'environnement et le bâti. Donc, dans la question qui est faite, si elle a une angoisse ou s'il a une angoisse, à ce moment-là, il peut faire appel à un géomètre. Il tape à la porte de son voisin en disant « Écoutez, pour être vraiment dans un équilibre parfait, mandatons un géomètre qui va borner nos terrains et le vôtre et le mien. Et à ce moment-là, on paiera moitié chacun la prestation qui va être effectuée par ce professionnel et donc le géomètre. Deuxième cas de figure, le voisin ne veut pas en entendre parler du tout, mais vous voulez le faire et vous pouvez mandater, mais à vos seuls frais, un géomètre.
Et scénario catastrophe, on n'y arrive pas du tout. À ce moment-là, vous demandez au tribunal et ce sera le tribunal qui va demander une expertise par géomètre. Si on n'y arrive pas du tout, on imposera le bornage qui résulte de ce qui a été fait par le professionnel. L'impact sur le prix, effectivement, si je perds la moitié de mon jardin, je ne vais peut-être pas vous faire le prix qui sera celui qui était initialement proposé. 1 mètre sur une grande parcelle, ça a un impact, mais ce n'est pas catastrophique. Donc la valeur sera diminuée, mais on ne pourra pas se retourner contre lui s'il revend sa maison, par exemple. En fait, c'est un peu comme sur eBay. Tout se vend, tout s'achète au niveau de l'immobilier. Mais il faut que l'acquéreur il sache exactement ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de moins bon. Merci beaucoup Stéphanie Gaillard, porte-parole de la Chambre des notaires du Grand Paris et notaire à Paris. Et à bientôt. À bientôt, merci à vous. Vos questions, nos réponses. Vous êtes toujours dans le grand rendez-vous de l'immobilier, le 66e numéro, dernière de la saison, et c'est le moment de retrouver nos experts. Toujours, ils répondent à vos questions. C'est notre expert agent IMO, Dan Adler. Bonjour Dan. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien, merci. On espère que vous aussi. Très bien. Ouais. Bon, bienvenue sur le plateau du grand rendez-vous. Des questions pour vous, Christine. On commence à Cergy avec Stéphanie. Absolument, Stéphanie qui, Dan, vient de signer une proposition d'achat pour un bien qui lui plaît beaucoup. La proposition d'achat a été acceptée par le vendeur du bien. Ah, c'est le problème. Stéphanie vient de voir une annonce immobilière qui lui plaît encore plus. Elle a bien envie d'aller visiter cet appartement. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer pour l'offre d'achat qu'elle a signée qui a été acceptée par le vendeur ? Est-ce qu'elle peut se dédire, Stéphanie ? Elle peut tout à fait se dédire. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'elle n'a pas signé un avant-contrat, un compromis ou une promesse de vente, elle peut tout à fait se rétracter de la proposition qu'elle a effectuée. Et il n'y a pas de délai Alors non, il n'y a pas de délai. À D'accord. partir du moment où vous allez émettre une proposition, vous soumettez à un délai que le vendeur accepte ou pas pour régulariser cette proposition, accepter ou autre. Une fois qu'elle a accepté, l'acheteur a un engagement. Alors c'est un engagement écrit, mais du fait que de toute façon, à la signature du compromis, un particulier a 10 jours de délai pour se rétracter. L'offre, c'est un engagement peut-être plus fort de la part du vendeur que de l'acheteur. Donc, elle peut tout à fait se rétracter de cette proposition sans indemnité, sans pénalité et en toute tranquillité, si je puis dire. D'accord, oui, intéressant, parce que ça, on le sait pas forcément, comme on a en tête le délai de 10 jours après la signature d'une promesse de vente. Ouais, je pense qu'elle se disait qu'elle était peut-être tenue par un même délai pour la signature de la simple proposition d'achat, ce qui n'est pas le cas. Ça serait un peu illogique dans le sens où un vendeur forcerait un acheteur à signer une promesse, à verser un séquestre, pour derrière qu'il se rétracte. Ça fait beaucoup de travail pour pas grand-chose. Donc effectivement, l'acheteur a cette liberté. Maintenant, voilà, ça reste un acte important, mais contractuellement, seul le compromis engage fermement les deux parties. D'accord. Merci Dan. Une autre question maintenant. On part à Paris, 7e arrondissement. Absolument. Et là, c'est Maxence qui vient d'hériter d'un appartement familial, et même un bel appartement familial. C'est un F5 dans du haussmannien qui est situé près du métro du Roc, dans le 7e aussi. Et Maxence se demande si c'est le bon moment pour vendre ce bien, parce que Maxence écoute Radio Imo, il lit Capital, et du coup, il sait très bien que on sort à peine de 2 ans et demi de crise immobilière. Du coup, pour ce type de bien, qu'est-ce qu'il peut espérer d'une vente, Maxence, Dan ? Alors déjà, le premier réflexe, c'est de nous contacter. On a une agence dans le 7e, on a plusieurs agences dans Paris. C'est une parenthèse, mais je la place. Mais parce que c'est votre secteur, enfin c'est votre... En fait, nous, on fait vraiment tout Paris. Ouais. Maintenant, on a une agence, par exemple, avenue Bosquet, à l'angle de la rue Grenelle. Donc forcément, le 7e arrondissement, on le connaît particulièrement bien. Maintenant, pour répondre à cette question... pour moi, en tout cas selon moi, la crise est quand même derrière nous. Je sais qu'on en parle souvent parce qu'elle a été très marquante, mais aujourd'hui, il y a quand même des indicateurs qui sont très positifs. Pour vous donner quelques données, nous, on a enregistré notre meilleur mois en chiffre d'affaires au mois de mai depuis la création de notre groupe. On a réalisé un chiffre conséquent qui s'explique par beaucoup de ventes, un volume de ventes important, que ce soit sur de l'immobilier classique, mais également sur l'immobilier de prestige. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui,
l'immobilier de prestige, puisqu'on parle d'un appartement familial, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, F5. Ouais. On s'adresse à différents types de clients. On s'adresse à une clientèle locale, parisienne. Donc le 7e arrondissement, c'est d'ailleurs un des secteurs où on a le plus de familles françaises. On a des étrangers aussi, mais peut-être un peu moins que dans le 16e ou le 8e. C'est un secteur qui est très préservé. Et donc, il y a une abondance de demandes, énormément d'acheteurs, et il reste quand même peu de biens à la vente. Maintenant, attention, sur la question, aujourd'hui, il y a énormément de biens en vente. Il y a un volume de biens en vente sur le marché parisien qui est réellement conséquent. Et ce qui se dégage, donc ce qui arrive à se vendre, ce qui se dégage des autres produits, on va dire, c'est vraiment des produits, quand je dis des produits, je parle d'appartements, avec des prix cohérents, avec des prix qui ont été construits sur une estimation fiable. Pour vous expliquer, nous, comment on fait une estimation, et c'est très important quand on veut répondre à cette question de est-ce que c'est le bon moment pour vendre, il faut voir qu'il y a les 3 marchés. Il y a un marché utopique, c'est tout ce qui ne se vend pas, donc ce qui est en vente en ce moment, mais qui ne trouve pas preneur. Il n'y a pas de visite, il n'y a pas de mouvement. Il y a le marché vraiment réel, les biens qui ont été vendus. Et il y a le marché aussi des acheteurs. Combien j'ai d'acheteurs potentiels pour ce bien-là? Et si on arrive à mettre ces 3 lignes en phase, on arrive à sortir un prix qui est cohérent. Et donc, si on a un prix cohérent, aujourd'hui, tout se vend. Et je pense qu'on est dans une bonne saisonnalité. Après chaque crise, il y a aussi une effervescence et la mentalité des acheteurs change un peu. Et nous, honnêtement, on n'a plus vraiment d'acheteurs qui viennent avec cette appréhension un peu négative de la crise. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter ou pas? Ils n'ont plus ces questions qu'ils avaient encore il y a quelques mois. Donc, c'est un indicateur très fort. Et donc, pour répondre à la question de Maxence, oui, c'est le bon moment. Voilà, il faut qu'ils se montrent raisonnables et qu'ils ne demandent pas un prix délirant. Il y a énormément de projets opportunistes. En soi, ça se comprend. Demain, moi, je dois vendre un de mes biens. Et peut-être que je vais tenter, c'est possible. Et peut-être que j'y arriverai aussi, c'est possible aussi. Mais dans la majeure partie des cas, l'estimation, c'est quand même le nerf de la guerre pour arriver à ses fins. Et c'est très important d'en reparler parce que c'est ça qui crée de la réussite sur un projet, quoi. Et pour gagner la bataille, mieux vaut s'entourer aussi d'un bon professionnel. C'est encore mieux. Et pourquoi pas de vous. Merci beaucoup, Dan Adler. Votre groupe Deferla Immobilier à retrouver un peu partout et sur Internet. Deferla Immobilier. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt. Vous restez avec nous. Le grand rendez-vous de l'immobilier continue dans un instant. D'autres experts. À tout de suite. La grande interview. Rebonjour les amis, voilà, si vous prenez l'émission en cours, c'est la deuxième partie du grand entretien où nous recevons une personnalité de l'immobilier chaque mois. En l'occurrence, il est toujours resté avec nous. Merci de votre présence, Norbert Fanchon. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Gambetta. Christine, on a l'augmentation des droits de douane, l'achat sur l'aluminium, les prix des immobiliers résidentiels neufs vont repartir peut-être à la hausse, on ne sait pas. Alors, j'ai une question, oui, sur les prix des logements neufs qui intéressent éminemment nos auditeurs et lecteurs. Norbert Fanchon, on sait que dans le neuf, les prix, c'est pas comme sur le marché de l'ancien, ils évoluent, ils répondent pas simplement à la loi de l'offre et de la demande. Donc, c'est difficile de les faire baisser. L'année dernière, ils avaient quand même diminué. Comment est-ce qu'ils vont évoluer, les prix du neuf? Je vous pose la question parce qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps dans l'émission Grégory Monod, le président du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment, qui nous disait, moi, les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, ça me fait un peu peur parce que je commence à voir sur ces matériaux utilisés dans la construction des logements des hausses de prix. Et les promoteurs, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils risquent de les répercuter sur leur prix de vente. Quelle est votre opinion à ce sujet, s'il vous plaît, sur l'évolution des prix de vente? Sur l'évolution des prix de vente, c'est composite. Mais un prix de vente, dans la promotion neuve, c'est 50% de coût de construction, 25% en gros de prix de terrain et 25% de tout ce qu'il y a autour. Alors, tout ce qu'il y a autour, c'est les honoraires de la promotion, les architectes, les taxes, les bureaux d'études. Voilà, tout ça. Oui. Donc, si vous, effectivement, votre prix de revient, en gros, c'est le terrain et les coûts travaux. Comment vont évoluer les coûts travaux? Je crois que c'est Jean Gabin qui disait je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, dans une chanson il y a quelques années, et je crois qu'on en est là. On a découvert que l'Ukraine produisait la moitié des matériaux de fabrication pendant la guerre. Il y a eu une explosion des coûts travaux. En 2022, En 2022, oui. Mais en fait, il y a une explosion des coûts de l'énergie, absolument dingue. Puis ensuite, il y a une explosion des coûts travaux, mais on n'a pas vu le rapport immédiatement entre la guerre en Ukraine et la répercussion sur les coûts travaux en France.
Aujourd'hui, franchement, entre la hausse des droits de douane, entre $1 qui était à 1 euro quasiment il y a un mois, qui est maintenant à 1,15, entre le pétrole qui avait commencé à chuter, qui est à $75, qui est quand même plutôt bas, un risque au Moyen-Orient non négligeable que le pétrole explose à nouveau, mais comme la croissance est en berne, on risque d'avoir, on pourrait avoir des taux à long terme qui baissent, parce qu'il y a moins de croissance, donc des taux qui baissent. Franchement, imaginez quelle est l'évolution des taux d'intérêt à 6 mois et quelle va être l'évolution des coûts de travaux. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on produisait plus de 400 000 logements il y a 5 ans. On va en produire 250 000 en 2024, en 2025. Donc les entreprises vont repartir à la compétition pour avoir des marchés. Ça, c'est sûr. Donc on va avoir sur les coûts de travaux peut-être 2 effets. Une hausse sur les prix de revient des matières premières. Mais vous voyez, je n'y crois pas, parce que moi, je vois plutôt une baisse. Parce que moins de croissance et plus de surproduction. Mais s'il y a un embrasement entre l'Iran et Israël et que le pétrole passe à $200, ce que je dis n'a aucun intérêt. Et puis, un besoin pour les entreprises de remplir un carnet de commandes. Et le deuxième moyen, si je reviens à mon hypothèse de départ, il faut travailler sur les prix des terrains. Et les prix des terrains, aujourd'hui, un terrain comme un bien immobilier, c'est un actif. Quand vous avez des taux à 1, ça a une certaine valeur. Quand les taux sont à 3 ou 4, ça a moins de valeur. Enfin, c'est un actif, c'est assez simple. Et donc, il faut revoir le prix des terrains à la baisse. Et donc, de toute manière, nous, on sortira des opérations que si on a des clients en face. C'est ce qu'on évoquait dans la première partie. Si on n'a pas de clients, si on n'a pas d'investisseurs, si on n'a pas de particuliers, on ne fera pas les opérations. Donc, quand on lance une opération aujourd'hui, on teste le marché sur un prix. Pendant des années, on a toujours pensé que l'année d'aujourd'hui, c'était 5 à 10% plus cher que le passé. C'est plus vrai. Et donc aujourd'hui, on est effectivement plutôt sur une stabilité des prix, voire des prix qui augmentent parce qu'on est en phénomène de pénurie, parce que les principaux clients sont des secondos accédants, donc qui revendent un bien, qui ont des capacités d'enchant et d'emprunt supérieures aux primo-accédants. Et donc, effectivement, on est sur un marché qui est en train de s'organiser, mais c'est beaucoup moins lisible, ce que j'essaye d'exprimer, beaucoup moins lisible que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc, moi, je vois plutôt des prix tendanciellement à la hausse, par un effet de pénurie. Et par contre, pour nous, à travailler dans nos prix de revient entre le coût des travaux et le prix des terrains. Alors, vous avez raison de souligner un point fondamental, c'est que l'or noir, votre pétrole à vous, c'est le foncier. Oui. Et le foncier, c'est le bon taux. Depuis 15 ans, c'est bonjour 40, au revoir 60. Quand c'est bonjour 60, c'est au revoir 200, quoi. C'est surenchère. Alors moi, je comprends le particulier dans le diffus, ce qu'on appelle le diffus, c'est le gré à gré, qui pense que son foncier, c'est la 8e merveille du monde, surtout s'il est en zone tendue. Comment on peut endiguer effectivement les prix du foncier ? Vous aviez, on avait dans un entretien, dans un congrès de la FPI d'ailleurs, un très bon congrès de la FPI, parler de la fiscalité du foncier. Oui. Parce qu'effectivement, quand on analyse la fiscalité du foncier, c'est-à-dire que celui qui détient un terrain, on peut dire que finalement, l'inflation du prix n'est pas dissuasive finalement. Est-ce que vous seriez favorable à un encadrement des prix du foncier, voire même à une planification qui vous permettrait finalement d'accéder à un prix du foncier et la possibilité d'envisager des prix de sortie, c'est-à-dire des prix de vente adaptés. Parce que à chaque fois, vous avez des politiques qui vous rentrent dedans directement en disant vous vendez trop cher, et en fait, vous leur expliquez que le coût du foncier plus le coût de main-d'œuvre et le coût de construction, vous ne pouviez pas faire autrement que de vendre à un certain prix. On est d'accord là-dessus. Vous résumez très bien la situation, et il faut même compléter la situation. Vous avez raison, entre les promoteurs, on se fait une concurrence pour avoir des terrains. Parce que vous avez raison, c'est notre or noir. Si on n'a pas de matière première, il ne faut pas d'immeuble dessus. Bon, ok. On a une part de responsabilité dans l'augmentation des prix des terrains. Mais on va rajouter quand même la responsabilité des élus locaux. Pourquoi, quand on peut faire 100 logements sur un terrain, quand on sort du bureau du maire, alors quand je parle au niveau figuratif, bien sûr, quand l'opération qu'on lance en termes de travaux, on finit entre 50 et 70 logements. Parce qu'il y a des voisins, parce que les élus ne veulent pas de travaux à la veille des municipales, pour un tas de raisons, parce qu'il y a des grenouilles, tout ce que vous voulez. Pourquoi, quand on a une réglementation énergétique RE 2020 qui est l'une des meilleures du monde, pourquoi on imagine déjà 2025, 2028 ? La surenchère normative, c'est aussi la surenchère des coûts. Pourquoi, quand on est un aménageur public, alors pour être un aménageur public, et n'oublions pas qu'en Ile-de-France, on a un tiers des terrains qui sont détenus par des aménageurs publics, on a
prévu des équipements publics, on a prévu des normes de bâtiments. Il faut peut-être revoir ces normes, revoir ces aménagements, parce qu'à force d'en rajouter, on augmente le prix. Donc la surenchère, elle est au niveau des politiques, au niveau des aménageurs, au niveau des normes, et je vous rajouterai même une nouvelle surenchère, c'est quand vous dites que 600 000 logements sont classés au niveau, on parlait des diagnostics énergétiques, sont classés G, donc ne sont plus louables, vous êtes en train de créer la pénurie. Donc vous êtes en train de donner l'image aux propriétaires qu'effectivement, il y a une pénurie, donc s'il y a pénurie, mon terrain, il vaut de plus en plus cher. Et donc il faut redonner de la fluidité, redonner du volume au marché, pour que les prix baissent. Donc on a tous une responsabilité. Il n'y a pas que les promoteurs. Et quand je dis ça, je ne tape pas sur les élus, les aménageurs, mais est-ce qu'on veut du logement, quoi. Vous pensez que les promoteurs ont un peu été responsables de la situation sur la flambée des prix du foncier? Moi, je me mets à la place d'un petit promoteur. Face à une major, où vous êtes 6 ou 7 sur un foncier. Moi, je pense que le client, il fait monter les prix, ça me semble logique. Et quelque part, comme vous avez tous besoin de ça pour travailler, du coup, les prix ont mécaniquement monté. Mais ça pose la question peut-être du nombre de players sur le monde de la promotion immobilière. Ça pose peut-être la question également de la nécessaire relation avec les élus locaux. Justement, en 2026, on a les élections législatives. Les élections municipales. Et on aura peut-être des législatives. C'est pas interdit. Et en 2027, on a les présidentielles. Bref, dans un premier temps, on voit début septembre avec Christine, nous ne pouvons plus interroger les maires de France. Ouais. Parce qu'ils sont en réserve, en campagne. À partir de septembre, je fais bientôt le congrès des villes de France. Ils sont quand même assez fébriles. Donc pas de permis de construire quasiment un an avant les élections parce que vous c'est pas bon. C'est pas bon pour les élections. Très clairement, vous le sentez. Ouais. Une nouvelle équipe va arriver en 2026, le temps de prendre ses marques, une année. Moi, je me mets à votre place, je me dis mais waouh, le marché il va pas repartir avant 2027. Et puis je regarde 2027 et puis je dis 2027 il y a les élections présidentielles. C'est pas une double peine, là, c'est une triple peine. Ce que Norbert disait tout à l'heure, vous ne voyez pas de reprise du marché en 2028. Oui. Ce que vous disiez. Pour vous, c'est quoi? Nouveau président, nouvelle assemblée législative et une recomposition des élus locaux. Oui, et se dire l'immobilier fait partie de la richesse française. Faire un logement, c'est faire société. Faire un logement, c'est produire français en France par des entreprises françaises. Et donc ça crée de l'économie, ça crée de l'emploi. Ce qu'on se dit là, Christine et Sylvain, c'est exactement ce que ne pense pas le président de la République, mais c'est le chef suprême en France. Il pense que l'immobilier, c'est un sujet de rente. Moi, je pense que c'est un sujet de richesse. Et on est en train de démontrer, malheureusement, dans cette crise, que quand on fait moins d'immobilier neuf, il y a moins de rentrée fiscale, il y a moins de TVA. Quand on vend moins de logements anciens, il y a moins de rentrée fiscale, parce qu'il n'y a pas les droits de mutation, ce que touchent les notaires. Et quand vous disiez, Sylvain, les promoteurs ont une responsabilité dans l'augmentation des prix des terrains, moi, je vous dis non. On est sur une libre compétition. Le sujet, c'est que le marché du logement n'est pas un marché libre. Il est réglementé par les permis de construire, réglementé par les normes que décide l'État. Et on est réglementé dans le... excusez-moi, j'ai commencé le métier il y a 25 ans. Il y a 25 ans, je faisais un truc super bien. Je produisais du logement, je produisais de la ville. Aujourd'hui, je suis un salaud de promoteur parce que je construis des logements. Et je fais le même métier. Pour certains. Non, pas pour tous les maires. Je ne parle pas des élus, je vous parle mainstream, je vous parle vis-à-vis du public. Du grand public, vous ne parlez pas spécialement. Vous dire que le promoteur, c'est le méchant capitaliste. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que notre société a vrillé sur faire du logement, produire. Pourquoi? À quoi bon? Est-ce qu'on n'est pas rentré dans une partie, et je pense une partie de notre administration, est-ce qu'on n'est pas rentré dans une théorie de décroissance? Et moi, je pense qu'il faut entre 400 et 450 000 logements neufs par an. On en fait 250 000. On voit bien que l'administration française est persuadée qu'il en faut entre 150 et 200 000. 200 000 Donc, on n'est pas du tout aligné sur les mêmes chiffres. On n'est pas du tout aligné sur l'idée que le logement fait société et qu'on peut créer de la richesse là-dessus. Moi, je crois que c'est ça le sujet. Et malheureusement, est-ce qu'on en débattra au municipal, au présidentiel, parce que c'est deux moments importants et ça pourrait faire sujet, ça pourrait faire débat. On est pour ou contre. J'ai peur que ça passe à travers ou j'ai peur que la réponse soit pas la bonne. Si vous prenez les autorisations d'urbanisme, les permis de construire, qu'à périmètre constant, ils n'ont quasiment pas évolué depuis 40 ans en volume. On se retrouve dans des conflits et des crises profondes, structurelles du logement, équivalentes à celles qu'on a connues dans les années 50. Oui.
La deuxième chose, c'est que la différence entre il y a 40 ans, nombre d'autorisations d'urbanisme, c'est 17 millions d'habitants supplémentaires en France. Oui, c'est le besoin de logement. On en parle tout le temps, le phénomène de décohabitation, décohabitation qui a fait exploser la demande de logement. Pression sur l'ancien, bien évidemment, avec des prix, mais de fou. Hein. On peut arriver dans certains quartiers populaires de Paris à des prix au mètre carré à la location qui peuvent monter jusqu'à 34 € du mètre, ce qui est absolument incroyable. Moi, je me demande comment les gens font pour se loger. Et je ne vous parle pas de l'acquisition sur Paris intramuros ou sur les Paris, Sylvain, vous avez la réponse. Hein, voilà, c'est juste impossible. Peut-être le sujet. Vous avez raison quand vous dites le sujet est politique, parce que vous êtes encadré, donc votre métier est éminemment dans les mains des politiques. Vous avez absolument raison de le dire. Est-ce que, à l'instar de ce qui va se passer dans les municipales avec une campagne assez compliquée qui s'annonce, des législatives très incertaines et une présidentielle encore plus, est-ce qu'il n'y a pas peut-être l'occasion là de réunir tous ces éléments et de dire que le prochain thème de campagne, un peu comme c'était le carburant et les gilets jaunes, une espèce de gilet jaunisation autour du logement, qui est une vraie crise, parce que je regarde les chiffres, 2,5 millions de personnes en attente de logements sociaux, 2,7 millions exactement, 4,5 millions de personnes mal logées, le nombre de SDF qui a doublé sur les 10 dernières années, enfin c'est une catastrophe, quoi. On dit souvent que le logement est le sujet oublié des politiques et des campagnes électorales parce que c'est trop compliqué, trop technique, ça ne parle pas aux Français. Et je le comprends, et je comprends parce qu'on est, pour être chef d'entreprise et citoyen, on sait bien qu'il y a des sujets qui sont plus compliqués que d'autres à aborder. Moi, ce que j'ai en tête, c'est Nicolas Sarkozy en 2007. Nicolas Sarkozy en 2007, il fait campagne en partie sur le logement. Et l'accession à la propriété. Et l'accession à la propriété, puisque dans son programme, il y a l'exonération des intérêts d'emprunt sur les crédits. Et derrière, quand il prend la crise financière en pleine tête, et que le monde entier prend la crise financière, il relance l'économie française par l'immobilier. Donc, en fait, je comprends ce que vous dites, qu'il y a un sujet de campagne, mais j'y crois pas. Vous y croyez pas. Peut-être que je suis un peu maintenant devenu un peu trop vieux avec mes Le mal logement ne fera pas souche justement dans un mécontentement j'y crois général. Pas. Je le dis différemment. J'aimerais bien, mais au bout d'un moment, je vais peut-être arrêter d'être naïf. Je crois vraiment à la position plutôt économique, création d'emplois, création de richesse. Bien sûr. Qui ça peut être un vrai thème politique, ou en tout cas peut être un thème politique choisi par un candidat des municipales, mais vous voyez, on en parlait, Sylvain, au Salon des maires d'Île-de-France, on a vu que c'était quand même le grand oublié, le logement. Il n'y a pas eu de thématique, de table ronde lors du Salon de la MIF, réellement, dédiée au logement. Oui, c'est vrai que les franciliens n'ont pas, les maires franciliens n'ont pas évoqué le logement. Ils ont été très préoccupés aussi par d'autres sujets. On peut les comprendre dans une certaine mesure, mais en même temps, ceci n'excuse pas le fait que le logement devient finalement cette artère par laquelle le sang coule de la société. Et vous avez raison de le dire. Il faut aussi juste rappeler ce qui est important, c'est que les amis, vous savez bien de quoi on parle, parce que vous êtes en galère pour le logement aussi, pour vos enfants, pour vous-même. C'est que s'il n'y a pas de logement neuf, les prix mécaniquement montent dans l'ancien, quoi. Oui, on revient sur ce qu'on se dit, on a un phénomène de rareté, phénomène de pénurie. Vous évoquiez très bien, Sylvain, la situation du logement qu'on a aujourd'hui en 2024, elle ressemble fortement à celle qu'on a eue entre 1950 et 1960. Il y a un truc qui s'est passé entre-temps, c'est que la France s'est désindustrialisée, et qu'on n'a pas besoin des mêmes logements au même endroit. Et il faut arrêter de penser que l'immobilier est immobile. L'immobilier est mobile parce que, Christine le rappelait aussi, à 20 ans, on a besoin d'un type de logement, à 40 d'un autre, à 60, ainsi de suite. Et en plus, la société évolue. Et on n'est pas obligé de vivre dans une grande agglomération. Exactement. Voilà. Et donc, après, la métropolisation, face à un phénomène mondial, face à quelque chose qui emballe la société, je ne vois pas bien comment la France pourrait être encore le village de Gaulois. Mais donc, on a une multitude de paramètres qui font que produire du logement, c'est indispensable à faire société, indispensable, vous avez raison aussi Sylvain, pour éviter un nouveau mouvement des Gilets jaunes, parce que je reste persuadé, mais après beaucoup de choses sont passées, un fondamental du mouvement des Gilets jaunes, c'était un problème de logement, de mal logement et de non-reconnaissance de personnes qui étaient logées en zone rurale. Merci beaucoup, Dambert Panchon. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Gambetta. On va se retrouver régulièrement. Changez rien sur vos postes. Merci, Sylvain. Empêchez les gens de tourner en rond, parce que c'est hyper important. Je crois que vous êtes le seul. Je crois même que vous avez été qualifié quasiment de top boy sur LinkedIn. C'est très important. Merci. Et on fera en sorte d'ailleurs que
vous puissiez vous exprimer. Venez faire une tribune régulièrement sur Radio Imo, je pense que ça serait une très bonne idée. Je rappelle qu'on peut vous trouver effectivement avec votre site internet www.groupegambetta attaché comme Léon Gambetta.fr et vous trouverez toutes les informations. On va se retrouver bien évidemment avec nos nouvelles séquences des experts. Vous allez poser vos questions et on va vous répondre avec nos experts de façon très pratico-pratique. Je vais y arriver et on va se retrouver dans quelques instants. Vos questions, nos réponses. Vous êtes toujours dans la chronique, justement, vous posez vos questions et on vous apporte les réponses. Ils sont avocats, experts comptables, notaires, agents immobiliers. Et là, pour le coup, nous avons un avocat sur le plateau, et pas des moindres. Il est l'avocat en droit immobilier français avec le cabinet Raison. C'est Manuel Raison qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et d'ailleurs, il l'a toujours, Raison. Ça fait tellement d'années qu'on se connaît, toi et moi, que on peut pas résister. En tout cas, on peut pas résister à Maître Raison, ça c'est sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'ami Vincent s'y colle à chaque fois. Ouais. Avec 2 questions pour vous. Voici la première question de Timothée à Reims. Le syndicat des copropriétaires a installé des caméras de surveillance dans le hall d'entrée de l'immeuble où il habite et dans les couloirs communs desservant les appartements. Une des caméras est dirigée vers ma porte d'entrée, nous dit Timothée. Ces installations sont-elles légales ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour protéger sa vie privée, Timothée ? Alors, Timothée, la légalité en fait de l'installation d'une caméra dans les parties communes, il n'y a pas d'interdiction de principe. Déjà, ça c'est le premier point. Cependant, l'installation doit impérativement avoir été autorisée par l'Assemblée générale de la copropriété. Alors là, il y a 2 cas de figure. Soit la caméra ne filme que les parties communes, soit la caméra filme les parties communes, comme c'est le cas de Timothée, mais également une vue sur des parties privatives, terrasses, balcons ou portes d'entrée d'un logement. Alors, et les choses sont différentes, puisque si la caméra filme uniquement les parties communes, alors là, c'est un vote à la majorité de l'article 24, c'est-à-dire donc la majorité des copropriétaires présents ou représentés, donc une majorité légère finalement, plus souple. Par contre, si la caméra filme, comme dans le cas de Timothée, les parties privatives, donc les accès par exemple, porte, appartement, fenêtre, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien dans ce cas-là, c'est la majorité de l'article 26, donc toujours de la loi du 10 juillet 65 évidemment, et donc c'est une modification qui doit être approuvée à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. Donc voilà, différence effectivement de vote. Alors, il ne faut pas oublier que par ailleurs, il y a des exigences en matière de protection des données personnelles. C'est-à-dire que quand bien même il été voté dans la copropriété de Timothée, il pourra faire attention à veiller à ce que les images qui sont captées par les caméras de surveillance, qui constituent donc des données à caractère personnel, soient utilisées conformément notamment aux préconisations de la CNIL. Les préconisations de la CNIL en matière de copropriété sont les suivantes. C'est que le visionnage doit être réservé aux syndics, aux membres du conseil syndical, aux gestionnaires de l'immeuble ou aux gardiens. Donc déjà, tout le monde ne peut pas regarder ces images. C'est un premier point. Deuxième point, les images ne peuvent être consultées qu'en cas d'incident. Donc il n'y a pas quelqu'un qui s'amuse à regarder ça, défiler les images. Elles ne doivent pas donc servir à surveiller en temps réel l'accès ou les allées et venues dans la copropriété. La durée de conservation des images, dernier point aussi important, puisqu'elle ne doit pas excéder 1 mois. Enfin, l'auteur de la captation doit informer les personnes filmées de l'existence du dispositif en place par effectivement un pictogramme qui représente une caméra. On a l'habitude de voir ce genre de choses. Donc il faut qu'il y ait un pictogramme, il faut que les finalités du traitement soient indiquées, la durée de conservation des images, le nom ou la qualité de numéro de téléphone du responsable effectivement à la protection de ces données, une information sur l'existence des droits et enfin le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Donc pour résumer, pour ce qui est de Timothée, il doit vérifier si ça a été voté en Assemblée générale, cette caméra. Si jamais ça n'est pas encore le cas, de toute façon, soit ça a été voté, auquel cas il ne pourra pas y faire grand-chose. Dans l'hypothèse où c'est en cours de vote, il peut s'opposer évidemment
à l'Assemblée générale. Si les caméras sont installées, comme ça a l'air d'être le cas, mais qu'il n'y a pas eu effectivement d'Assemblée générale, dans ce cas-là, il doit démontrer l'existence d'une atteinte à sa vie privée, à savoir le fait que cette caméra filme ses parties privatives, et obtenir donc une condamnation judiciaire à la dépose des installations. Et enfin, dans l'hypothèse où ça a été voté, les caméras sont légales, il peut quand même enjoindre le syndicat à ce que les données soient effectivement utilisées conformément aux préconditions de la CNIL qu'on vient d'évoquer. Là, on est parti du principe que Timothée était copropriétaire, mais il peut être locataire aussi, simple locataire. C'est différent dans ce cas, parce que s'il voit les caméras et il demande à son propriétaire bailleur, mais qu'est-ce que c'est que cette caméra nouvellement installée Alors, effectivement, là, c'est là où il y a une friction entre le monde de la copropriété et des occupants, friction qui est assez intéressante, parce que de plus en plus, maintenant, on voit que le droit de la copropriété s'étend aux occupants. Donc là, effectivement, il peut solliciter toutes ces informations auprès du propriétaire pour savoir dans quel cadre ces caméras ont été imposées et si tout ça est bien respecté. D'accord. Une question maintenant de Karine à Bayonne. Pour vous, Manuel Raison, l'Assemblée générale des copros, justement, a refusé sa demande d'autorisation de réalisation de travaux privatifs sur les parties communes. Quels sont les moyens à sa disposition pour contester cette décision? Et peut-être de quoi on parle aussi. Travaux privatifs sur une partie commune. Oui. Alors, en fait, non, c'est somme toute assez classique. Ça peut être, par exemple, climatisation. Je fais passer les gaines de la climatisation, donc je fais un percement, ce genre de choses-là. Par exemple. Donc ça, c'est effectivement des travaux de nature privative, mais qui ont une incidence sur les parties communes, parce que je perce un mur, parce que ce genre de choses. Donc là, en fait, l'idée, c'est que, évidemment, l'article 25B impose à ce copropriétaire de solliciter, encore une fois, de l'Assemblée générale l'autorisation de ces travaux. Donc, il faut qu'il demande une résolution, qu'il envoie à son syndic un projet de résolution en indiquant exactement ce qu'il entend faire, le plan, les assurances qu'il utilise, les sociétés, enfin voilà, quelque chose de très précis pour que la copropriété puisse voter sur ces travaux et puisse voter de manière éclairée. C'est-à-dire que dans l'hypothèse, et c'est là où on va le voir, ce qui est intéressant, c'est que dans l'hypothèse où la copropriété viendrait à dire non, est-ce que l'auditeur peut ou non attaquer cette Assemblée générale? Alors oui, il peut le faire dans certains cas, on va le voir, c'est l'abus de droit, l'abus de majorité plus exactement, mais dans ce cas-là, il ne faut pas que la copropriété puisse dire oui, non mais votre résolution, on n'était pas informé exactement sur ce que vous allez faire. Voilà. Donc il faut un projet extrêmement clair, ça c'est une première chose. Si le vote en Assemblée générale est un droit qui appartient à chaque copropriétaire, donc ils peuvent dire non sur ce projet de travaux, il y a quand même des limites, c'est-à-dire que le vote ne peut pas effectivement avoir pour mobile une intention de nuire, l'objectif de servir aux intérêts exclusifs de certains et non pas l'intérêt commun de la copropriété. Donc si on a un refus injustifié d'autoriser des travaux privatifs, on est dans la notion d'abus de droit. Et c'est le cas notamment lorsque les travaux ont été refusés alors qu'ils ne portaient pas atteinte évidemment à la destination de l'immeuble, à l'esthétique de l'immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires. Exemple, on a une jurisprudence sur l'exercice de l'ouverture d'une porte dans les parties communes, la pose d'appareils de climatisation à hauteur des fenêtres lorsqu'une autorisation d'installation identique avait déjà été donnée pour un autre copropriétaire. Donc on va regarder les autres autorisations. Est-ce que c'est la même chose et qu'il n'y a pas de justification qui permette effectivement d'expliquer pourquoi on a voté contre? Eh bien, dans ce cas-là, encore une fois, sous la réserve qu'il n'y a pas d'atteinte à la destination, à l'esthétique, aux droits de certains copropriétaires. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a un recours en abus de droit qui est disponible et qui permet donc à cet auditeur, ce copropriétaire, d'intenter une assignation. Alors, il y a deux choses. Il peut soit, dans les 2 mois de la notification du PV de l'Assemblée générale qui vient refuser les travaux, assigner. Donc là, c'est un délai qui est très court, mais il peut aussi solliciter directement l'autorisation judiciaire de réaliser les travaux lorsqu'il s'agit de travaux d'amélioration. Alors, il faut qu'il démontre au juge qu'il s'agit de travaux qui sont conformes, encore une fois, à la destination, qu'il s'agit de travaux d'amélioration, que l'autorisation de les réaliser a été sollicitée en Assemblée générale, mais a été refusée, et que les travaux ne sont pas encore réalisés. Oui, bien sûr. À partir de ce moment-là, il peut effectivement solliciter, et là, il a un délai de 5 ans,
donc il n'est pas parti sur la voie de la nullité de l'Assemblée générale. En fait, il a un choix, il peut le faire aussi. Voilà. Et donc là, il a 5 ans pour demander cette autorisation au juge, sachant qu'il peut également solliciter des dommages et intérêts. C'est-à-dire que si ces travaux ont une problématique, ont effectivement donné lieu à un préjudice spécifique avec un lien de causalité direct, il pourra demander des dommages et intérêts liés à l'absence d'autorisation de réalisation des travaux. Et il doit faire cette demande, bien sûr, à l'Assemblée générale dans un timing précis aussi qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire les timings d'envoi des éléments, etc. Donc la personne qui veut, là, pour fin juin, début juillet, lancer la clim. Il y a un formalisme, un formalisme qu'il faut pas oublier. Alors, il faut évidemment envoyer son projet de résolution. Il faut que ce soit un projet de résolution qui soit bien rédigé. D'accord, c'est pas au syndic derrière de le modifier. Il faut qu'il soit rédigé de façon à ce qu'il soit voté efficacement. Et il faut qu'il soit adressé au syndic avant, évidemment, que la convocation ne parte, puisqu'on ne va pas derrière... Il y a un délai légal. Alors oui, il y a des jurisprudences aussi, que c'est un délai raisonnable qui permettent au syndic effectivement, de l'intégrer. Donc ce qui est mieux quand même, d'une manière générale, pour éviter tout souci, c'est de demander à son syndic quand est-ce qu'il entend faire partir ses convocations et de l'envoyer suffisamment avant, plusieurs semaines avant, pour que ça fasse partie de l'ordre du jour, sans qu'il y ait de difficultés. Bien sûr. Et d'envoyer toutes les pièces justificatives, plans, encore une fois, pour pas qu'on puisse simplement justifier d'un refus sur le fait d'un manque d'informations et on repart à l'année d'après. Merci beaucoup, Manuel Raison. Votre cabinet à retrouver à Paris et sur raison-avocat au pluriel.fr. Raison-avocat.fr. Oui, ne pas hésiter à saisir son avocat et, si possible, Maître Raison. On est d'accord là-dessus. On vous souhaite un bel été, Manuel. Très bel été à vous tous. Très bel été, beaucoup de belles choses. Voilà. On merci Vincent. On va se retrouver pour la fin de notre émission, tout de suite après ça. Le grand rendez-vous de l'immobilier. Eh bien voilà, c'est la fin de ce numéro, dernier de la saison 2025, le grand rendez-vous de l'immobilier. Merci immensément à vous, Christine Lejoux. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Plaisir partagé. Parce que une chose que j'ai pu dire et vivre également avec vous, avec cette coopération, c'est la formidable simplicité et gentillesse dont vous avez fait preuve, doublée d'une élégance et d'un professionnalisme rare. Et je voulais le souligner. Peut-être nous retrouverons-nous à la rentrée pour une 7e saison de Capital, avec Radio Imo, bien sûr, sur le grand rendez-vous de l'immobilier. En tout cas, si notre émission s'arrête, sachez une chose, c'est qu'on a pris beaucoup de plaisir à vous accompagner pendant toutes ces années. Ce fut vraiment un plaisir, puisque vous avez été très nombreux à nous écouter de plus en plus. Vous avez été fidèles, sinon on serait plus là depuis quelques années. À poser également vos questions tous les mois sur le club Facebook des proprios. On était vraiment heureux de vous accompagner. On va souhaiter peut-être se retrouver à la rentrée. En tout cas, on vous souhaite d'ici là un très très bel été, Christine. Également que la paix règne entre tous. On va vous souhaiter que des bonnes choses et vous envoyer plein d'ondes positives, que vous trouviez des logements à votre mesure, dignes, décents pour vous, vos proches, vos lointains, vos enfants. Bref, on est très heureux de vous avoir accompagné. Passez un bel été. N'hésitez pas à nous écrire, à Christine Lejoux, à Radio Imo, à nos amis de Capital. Et il est l'heure de remercier tout le monde, bien évidemment. Une mention spéciale à Nicolas Sandanassami qui est avec nous, qui a toujours été présent, professionnel, en nous accompagnant pendant toutes ces années. Je pense également à celui qui m'a accompagné pendant quelques années et qui est maintenant journaliste à l'Informé et qui était une très belle plume chez Capital, c'est Guillaume Chazoulière. S'il nous écoute, on lui fait un clin d'œil. Merci à lui. Merci aux équipes de Capital, toutes les équipes de Capital qui nous ont accompagnés, Hélène, toutes les équipes du marketing, bien évidemment. Également les équipes de Radio Imo avec Baptiste, Théo, Jason. Et bien sûr, je n'oublie pas une mention super spéciale à notre grand producteur dans les deux sens, très grand, avec 2 mètres de haut, mais en même temps très grand par le cœur, par le professionnalisme. C'est le chroniqueur fou de la chronique. Il est capable aujourd'hui de poser toutes les questions. C'est quelqu'un avec qui on a toujours eu un immense plaisir à travailler. Un applaudissement, un tonnerre d'applaudissements et un triomphe pour Vincent Favreau qui est avec nous, qu'on remercie chaleureusement. Mais je vous rassure les amis, Vincent reste avec nous et c'est prévu pour les 50 prochaines années. Il ne nous quittera pas, il sera toujours avec nous. Sa voix, vous l'entendrez toujours sur les ondes de Radio Imo ou d'ailleurs, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Voilà,
C'était un moment un peu lyrique, voilà, en espérant peut-être se retrouver. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous, écrivez-nous si vous avez besoin de tuyaux, de conseils. Voilà, on sera toujours à votre disposition. Bye bye les amis, et on se retrouve, si possible, peut-être à la rentrée. C'était le grand rendez-vous de l'immobilier, une émission présentée par Radio Imo et Capital, à retrouver en podcast sur toutes les plateformes de streaming.